Bonjour, dans cette vidéo avec Hubert, nous allons tenter de vulgariser la sécurité informatique. Donc, de la même manière qu'on va se protéger contre le vol, eh bien, on peut se protéger également contre le vol de données. Donc, on va vous expliquer tous ces concepts qui sont parfois compliqués quand on entend les termes, mais qui en fait sont très simples. En prévention, comme dans le vol, on doit se protéger d'un acteur malveillant qui, par exemple, veut rentrer dans votre entrepôt pour vous voler vos stocks de téléphones portables, enfin peu importe vos matériels. Sauf que dans un système d'information, il veut rentrer dans votre système d'information pour vous voler vos données. Alors, il y a des moyens de se protéger, et des moyens qui sont assez proches de ce qu'on retrouve en sécurité physique. Je ne sais pas si vous connaissez le MFA. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que le MFA? Le MFA, c'est un sigle anglais qui veut dire Multi-Factor Authentication. En français, ça veut dire authentification multifacteur. Donc c'est le fait d'avoir plus qu'un mot de passe pour s'authentifier sur une application, un site web, ce genre de choses. Dans la sécurité physique classique, ça reviendrait à avoir, en plus d'une clé pour ouvrir une porte, un système de contrôle d'accès avec un lecteur d'empreintes digitales, un mot de passe, ou même parfois un lecteur optique, ça existe. Donc renforcer la sécurité de l'accès à une salle avec voilà, double facteur, clé, lecteur optique, empreinte digitale, clé, enfin bon, plusieurs combinaisons peuvent exister. Une clé, une carte, enfin des choses comme ça. Alors bon, notre acteur malveillant il est rentré, mais bon, il y a des moyens de le détecter certainement encore. Alors on entend aussi parler beaucoup de EDR et de la combinaison EDR-SOC. Est-ce que tu peux nous en parler? EDR, c'est Endpoint Detection and Response. En fait, c'est un outil comme un antivirus de nouvelle génération. Le SOC, c'est un terme qui veut dire Security Operations Center, qui signifie Centre opérationnel de la cybersécurité. Alors, l'EDR, on pourrait le rapprocher aux caméras de surveillance qu'on installerait sur l'ensemble des postes informatiques et des serveurs de l'entreprise. Et le SOC serait en fait le centre de télésurveillance. C'est-à-dire qu'au centre de surveillance, on va pouvoir détecter des intrusions sur un équipement, sur plusieurs équipements, en heure ouvrée ou en heure non ouvrée. Selon qu'on détecte un ou plusieurs équipements, qu'on soit en heure ouvrée ou en heure non ouvrée, on va pas avoir les mêmes procédures, on va pas avoir les mêmes systèmes d'escalade, on appelle ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais juste lever une alerte. Dans un deuxième temps, je vais peut-être appeler quelqu'un qui est d'astreinte ou quelqu'un qui est sur place. Ou peut-être je vais dépêcher une entreprise pour venir faire une investigation plus approfondie. Et dans certains cas, je vais carrément mettre le système en coupure. Si je suis dans un cas d'un système qui commence à être chiffré, je sais qu'il faut que j'isole tout de suite les machines qui sont en train d'être chiffrées pour éviter que ça se propage. Ouais, je comprends. En fait, si on a une personne qui passe devant la caméra, on va peut-être faire une levée de doute comme dans la vie réelle, enfin comme dans la vie physique. Et si on voit un groupe de personnes devant plusieurs caméras, on va pas envoyer une levée de doute. Là, on va appeler directement les pompiers. En gros, c'est ça que tu es en train de nous dire. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Avec en plus un point d'attention qui est un peu particulier, c'est si jamais il y a un sinistre, si jamais il y a vraiment un acteur malveillant qui s'introduit dans le système d'information et qu'on va devoir déclarer un sinistre à son assureur ou tout du moins essayer de comprendre ce qui s'est passé pour ensuite se protéger et reconstruire le système d'information. Il faut bien faire attention, on va faire appel à un prestataire qui va être là pour mener une enquête et comprendre ce qui s'est passé. Cet enquêteur, on appelle ça quelqu'un qui va faire une investigation forensique, une investigation numérique. Cet enquêteur, il doit être indépendant à la fois de la personne qui a installé les caméras de surveillance et des gens qui sont dans le système de télésurveillance. Donc c'est-à-dire que si je fais appel à une société pour faire une investigation numérique sur mon système d'information, il faut bien que je fasse attention à prendre quelqu'un qui n'est pas en lien ni avec mon SOC, ni avec les gens qui ont installé mon EDR. Oui, donc en fait, c'est comme dans l'industrie, une neutralité complète, une indépendance complète. Alors, il y a également un équipement qui est là, qui a toujours été là, qui est parfois, à mon avis, mal compris, c'est le pare-feu. Parce que, surtout les systèmes, on voit les pare-feux. Mais alors, c'est pas nouveau un pare-feu, mais à quoi ça sert? Un pare-feu, c'est un filtre en fait. C'est un peu comme une barrière qu'on aurait à l'entrée de son entrepôt avec un garde qui surveille lorsqu'un camion arrive. Il va regarder d'où provient le camion, quelle est sa destination,
et quel est le contenu de sa cargaison. Un peu de la même façon, un pare-feu, il va voir un paquet d'informations arriver, il va voir une adresse d'origine, une adresse IP d'origine, il va voir une adresse IP de destination, et il va voir un type de contenu sous forme de port, on appelle ça. Et basé sur ces 3 informations, il va filtrer et autoriser ou non les paquets à transiter. D'accord. Alors, bon, imaginons que toute cette prévention n'ait pas suffi aux acteurs malveillants de rentrer, de mettre le désordre dans l'entrepôt, de voler des données, pourquoi pas mettre le feu. Maintenant, on est face à la crise, on a une situation où on a un incendie qui est généralisé. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? C'est intéressant dans ce cas-là de faire un parallèle avec l'incendie parce que lorsqu'on a un virus au sein d'un système d'information, il va avoir tendance à se propager, un peu comme un feu se propage. Et lorsqu'il se déploie sur un poste, il va avoir tendance à tout détruire de la même façon qu'un feu détruit tout sur son passage. Donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, notamment on parle de segmentation réseau. En fait, la segmentation réseau, ce sont des portes coupe-feu. L'idée de la segmentation réseau, c'est de contenir. Si jamais un virus se propage sur une partie de mon système d'information, je vais mettre des portes coupe-feu pour éviter qu'il se propage sur tout le système d'information. Là, tu parlais de feu, d'incendie, de traces. Donc, dans l'expertise, on parle souvent de cinématique de l'incendie, c'est-à-dire qu'on fait venir un enquêteur spécialisé qui va faire une RCCI, qui va expliquer voilà, d'où c'est parti, comment ça s'est propagé, comment ça fait pour passer dans une autre pièce. Alors, quel est l'équivalent dans la sécurité informatique? Est-ce qu'on retrouve ça? Oui, dans la sécurité informatique, on retrouve ça. Donc, on en parlait tout à l'heure, c'est l'analyse forensique. Le but d'une analyse forensique, c'est de faire venir un acteur, encore une fois, indépendant si possible, pour d'abord établir quel est le vecteur d'intrusion, comment l'acteur malveillant s'est introduit dans le système d'information, comprendre quelle vulnérabilité il a exploité, quelle faille humaine peut-être il a exploité, et ensuite on va essayer de comprendre comment il s'est propagé de la même façon que le feu. On va essayer de comprendre comment les virus en fait se sont propagés, ont acquis des droits au sein du système d'information. En général, l'acteur malveillant, il va avoir des droits d'utilisateur quand il rentre dans le système d'information, et puis il va faire ce qu'on appelle une élévation de privilèges. Le but pour lui, c'est d'obtenir des droits d'administration. Une fois qu'il a les droits d'administration, il va pouvoir déployer des logiciels sur l'ensemble du parc informatique, tout ou partie, afin de extraire des données et puis éventuellement chiffrer les données présentes dans le système d'information. Ces traces, on les trouve où? Comment l'enquêteur va trouver ces traces? À partir de quoi? Comment elles sont collectées, centralisées? Comment il s'y prend? Parce que là, physiquement, il n'est pas par terre avec une petite truelle. Comment il s'y prend, en fait, concrètement? Alors, dans le système d'information, il y a un certain nombre de traces qui sont gardées par tous les ordinateurs. En fait, à chaque fois qu'il y a une action d'authentification, de modification de fichiers ou ce genre de choses, les ordinateurs gardent une trace sous forme de main courante. On appelle ça des journaux d'événements. En anglais, c'est les logs. L'idée, aujourd'hui, c'est de conserver ces logs qui sont des preuves, qui sont la base en fait de l'analyse forensique. Un enquêteur, un investigateur numérique va collecter en premier lieu les logs. Il va idéalement les chiffrer également pour essayer de les conserver à l'état de l'extraction et qui soient exploitables si jamais il y a un recours, s'il y a des aspects judiciaires à mettre en œuvre dans le cadre du sinistre. Il faut qu'on ait des logs qui puissent faire foi et qui puissent être opposables à la partie adverse. Et donc l'investigation consiste à extraire ces logs, les chiffrer et les conserver, et ensuite les analyser pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui est rentré à quel moment, quelles actions ont été effectuées, et ensuite retracer le schéma de l'attaque. Alors là j'ai des questions, Hubert, parce que ce que je comprends, c'est que sans les logs, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, comment, quand on est une ETI, une grosse entreprise, comment on s'assure, comment on fait pour sacraliser ces logs, les rassembler? Alors, je vois des mots comme SIEM, puis de log. Enfin, comment tout ça est mis de côté
et comment on s'assure de les avoir à disposition quand il y a le besoin d'une investigation? Alors oui, bien sûr, les logs se retrouvent sur les postes utilisateurs en général. Bien sûr, si un acteur est habile, il va prendre soin d'effacer ses traces sur les ordinateurs après son passage. Donc on ne peut pas se contenter de conserver les journaux d'événements sur les postes utilisateurs. C'est pour ça qu'il y a un outil qui est très pratique, qui s'appelle le SIEM, qui en fait c'est un outil qui consiste à collecter l'ensemble de ces journaux d'événements dans un endroit protégé et qui est normalement une espèce de boîte noire en fait qui sera utile en cas d'investigation. Et à partir de ce SIEM, on pourra récupérer l'ensemble des journaux d'événements du système d'information. Et la conservation, c'est-à-dire que j'arrive sur un matériel, je me rends compte que j'ai les logs de 24 heures alors que je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Comment ça peut se... ça relève de la politique, d'une décision d'entreprise. Quelles sont on va dire, les bonnes pratiques aujourd'hui? Alors ça, c'est un autre avantage en effet du SIEM. C'est-à-dire que certains équipements comme un pare-feu génèrent énormément de logs. Et ces équipements ont des capacités de mémoire qui sont assez réduites. Donc un pare-feu en fait conserve des journaux d'événements peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines, et après il y a un espèce de cycle de rotation des logs, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on va réécrire les nouveaux journaux d'événements par-dessus les anciens journaux d'événements. Et le fait d'utiliser un SIEM, ça permet de conserver ces journaux d'événements sur une durée plus longue, sur des disques durs qui sont dédiés à ça par exemple. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il faudrait conserver des logs sur un minimum de 6 mois, ce serait vraiment sûr. 1 an, ce serait le top. La différence entre 1 an et 6 mois, ça va surtout être une capacité de stockage de ces journaux d'événements. C'est une question de coût, hein, c'est ça? Question de coût, oui, en termes de disques durs et des choses comme ça. Ouais. Alors pour terminer sur ce parallèle, on voit aussi souvent des sigles CSIRT, CERT. Bon, alors c'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un CERT? C'est quoi un CSIRT? Alors, bon, CERT et CSIRT, c'est globalement la même chose. C'est pas trop la peine d'essayer de faire une différence entre les deux. Il y en a un, c'est Cyber Security Incident Response Team, l'autre c'est Computer Emergency Response Team. C'est 2 sigles qui sont différents mais qui correspondent sensiblement à la même chose. En fait, ce sont des pompiers tout simplement. Ce sont des gens qui sont là pour intervenir en premier secours. C'est peut-être au-delà des pompiers, on pourrait dire que c'est les premiers secours qui viennent intervenir dès qu'ils détectent une anomalie sur le système d'information, avant peut-être qu'un grand feu se déclenche et qu'on soit cette fois-ci obligé de faire intervenir les pompiers. On peut faire intervenir le CSIRT ou le CERT. Tu dis premier secours, c'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. Alors ça dépend, il y a plusieurs formes, mais en général ce sont des êtres humains qui sont là, okay. Et ce ne sont pas des bénévoles, parce qu'en plus ce sont des gens qui ont une expertise très pointue. C'est utile de le préciser quand même. Pour résumer, très rapidement, donc on a vu le MFA. Donc le MFA, c'est les 2 clés, ou la clé est votre badge pour entrer chez vous le soir. L'EDR, ce sont les caméras de surveillance qui pourraient être installées dans un entrepôt. Le SOC, c'est la plateforme déportée de télésurveillance. Le pare-feu, c'est la barrière qui laisse passer ou qui ne laisse pas passer. Et puis lorsqu'on a un incendie, on va avoir affaire à des logs. Donc les logs, les journaux d'événements qui vont expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Cette explication va être effectuée à travers une enquête forensique. Donc on parle d'un rapport, d'enquête numérique ou de forensique. On va parler également de CERT ou de CSIRT. En fait, c'est l'équipe de pompiers qui peut venir vous assister. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.